Bonjour. L'une des questions qui traverse l'œuvre d'Alain Testard à la fin de sa carrière est sans doute la question suivante. Pourquoi et quand a-t-on inventé ou non la richesse? Alors c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui en, en vous livrant mes réflexions, car Alain n'avait pas eu le temps d'y répondre à cette question. Toutefois, il a beaucoup écrit sur la richesse. On peut mentionner notamment Aux origines de la monnaie, un livre collectif en 2001. On peut également mentionner en 2005 le livre Éléments de classification des sociétés, où l'existence de la richesse caractérise certains types de sociétés, ce qu'il appelle le monde 2. Et enfin, le livre de 2012, Avant l'histoire, l'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. À la lecture de tous ces ouvrages, il y a, selon Alain Testard, plusieurs, pourrait-on dire, ensembles de sociétés qu'il appelle des mondes. Il y a le monde 1 qui rassemble les chasseurs-cueilleurs de type A et de type B, et les mondes 2 et 3 qui se caractérisent entre autres par l'existence de la richesse. Selon lui, et c'est ce qu'il formule dans son ouvrage de 2012, je cite, « La richesse a été instituée le jour où le détenteur d'une obligation accepta de recevoir, en lieu et place du travail auquel cette obligation lui donnait droit, des produits matériels durables que lui-même pourrait donc utiliser de la même façon. » Et il ajoute que cette richesse tenait à la fois du quartier de gibier que doit fournir le chasseur au titre d'obligation viagère et du prix de la fiancée. Alors, dès que j'ai lu ce passage, je me suis demandé, mais quand eut lieu ce jour, ce fameux jour dont il parle dans cet extrait? Et je pense qu'Alain aurait certainement pu y répondre s'il avait eu un peu plus de temps. En ce qui nous concerne, je pense qu'on peut avoir un ensemble d'éléments de réponse dans le travail séminal qu'il a mené sur les prestations matrimoniales avec son équipe. Alors, il faut mentionner l'article de 2002 sur les prestations matrimoniales. Une fois de plus, avant l'histoire, et plus particulièrement le chapitre 7. Et enfin, un article posthume de 2014, L'évolution des chasseurs-cueilleurs, hypothèse supplétive sur le mariage. Suivons la logique d'Alain Testard. Pour répondre à la question quand et pourquoi invente-t-on ou non la richesse, intéressons-nous à l'histoire de l'humanité qui a commencé par la période des chasseurs-cueilleurs. Et selon Alain Testard, les chasseurs-cueilleurs de l'ethnographie qui se rapprochent le plus de ceux de la préhistoire sont tout d'abord les chasseurs-cueilleurs de type A, presque uniquement les Australiens si j'ai bien compris, se caractérisent par une organisation très particulière. Ils ont des classes et des sections patrimoniales très rigides, une organisation totémique. Ce qu'a toujours dit Alain depuis les années 80, c'est que ces organisations sociales sont non évolutives. Toute innovation est bloquée. C'est des sociétés extrêmement conservatrices, extrêmement stables. Et il a toujours rapproché ça de l'extrême stabilité des cultures du paléolithique supérieur, où l'on a par exemple un art paléolithique qui dure pratiquement 30 000 ans. Alors certes, il y a des
des variétés dans l'art paléolithique, mais pendant 30 000 ans, on va avoir un art qui va parler des mêmes choses, c'est-à-dire avoir des représentations animales dans des grottes, et dont on pourra dire, on reconnaît tout de suite le style global de cet art paléolithique, on voit tout de suite, on l'identifie tout de suite, et malgré la diversité des styles que les spécialistes voudraient absolument mettre en valeur, il est incontestable de dire que cet art paléolithique est quand même d'une stabilité extrêmement étrange. Imaginez, 30 000 ans, on va faire la même chose. On va peindre les mêmes choses dans les grottes. C'est quand même étonnant. L'art roman, ça dure 2-3 siècles. Le gothique, pareil. Le baroque, ça dure 150 ans. Et l'art nouveau, ça dure 20 ans. Comment est-ce que pendant 30 000 ans, on va faire la même chose? C'est une vraie question. Et la réponse que propose Alain Testart, c'est de dire que quand on prend toutes les données ethnographiques, le seul système social qui permet une telle stabilité, eh bien, ce sont ces chasseurs-cueilleurs de type A. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chez ces chasseurs-cueilleurs de type A, donc, ce qui bloque particulièrement, c'est que quand on se marie, on doit des obligations viagères à ses beaux-parents. Et ces obligations viagères consistent en quoi? Bruno corrigera ou complétera. On doit apporter du gibier à ses beaux-parents. Et donc les chasseurs, ça veut dire que le chasseur n'est pas propriétaire du produit de sa chasse. Donc quand c'est le cas, on n'a absolument aucun intérêt à avoir des méthodes plus productives, puisqu'on n'a pas d'intéressement personnel direct sur le produit de son travail. Et selon Alain Testart, enfin vous corrigerez hein, si je suis trop succinct, mais ça serait une des clés qui expliquerait cette stagnation technique et artistique et probablement sociale de ces chronologies paléolithiques qui durent des dizaines de milliers d'années. Voilà, donc le verrou serait à rechercher dans ces obligations viagères qui sont à vie. Dans l'article de 2014, Alain Testart pose la question logique. Si le type A est non évolutif, s'il bloque toute innovation, et qu'elle soit technique ou sociale, comment expliquer qu'à un moment donné, ce verrou est sauté? Comment l'envisager? Comment admettre qu'à un moment ou à un autre, le type A a laissé la place à autre chose? Et donc, dans cet article de 2014, il explore les différentes possibilités et on arrive à la conclusion que le plus probable, c'est que ces obligations viagères, notées haut sur la formule, qui étaient des obligations viagères où on apportait de la viande, le fruit de sa chasse à ses beaux-parents, sont remplacées par une combinaison d'autres pratiques, notamment des services en temps limité, donc noté S ici, qui prennent une forme qui ressemble aux obligations viagères, mais qui sont un petit peu différentes, parce qu'elles sont plus limitées. Et puis, également, un apport de biens qui prennent également la forme de ce qu'on avait auparavant, donc toujours un apport de gibier, mais qui prennent un autre statut. Et pour rentrer dans les détails très brièvement, Alain Testart dit que l'apport en B de ces cadeaux supplémentaires, comme c'était des quartiers de viande montés sur un squelette, ils étaient également riches en matières dures animales qui sont hautement valorisées, comme vous le savez peut-être, dans la préhistoire du Paléolithique supérieur, et que par conséquent, petit à petit, ces cadeaux apportés aux beaux-parents ont pris un caractère de cadeaux non plus pour la viande, mais pour la matière première qu'ils représentaient, des tendons, des os durs, etc., etc.
Et donc, selon lui, ça aurait été un processus d'abord exceptionnel, puisqu'il écrit « Cette transformation aussi radicale n'a pu se faire d'un seul coup. Elle s'est plus vraisemblablement introduite d'abord comme une exception, comme une dérogation limitée. » Et donc, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel est l'événement dans l'histoire qui a pu permettre cette exception? Donc, on a deux questions, c'est quand et pourquoi. Alors, pour tenter d'avancer dans la réflexion, je pense qu'il faut avoir une démarche archéologique, donc voir ce que nous montre l'histoire des techniques, ce que nous montre l'archéologie, et également garder à l'esprit le but des prestations matrimoniales. On en parlait hier avec notre ami, et quand on exécute, quand on fait des prestations matrimoniales, on acquiert un certain nombre de droits, entre autres, donc qui sont de pouvoir rattacher ses enfants à son lignage, et puis également on a un droit de tirer profit du travail de la femme du fait de sa résidence. Alors il y a d'autres choses, hein, on est d'accord, je n'épuise pas le... Mais c'est les deux choses, à mon avis, sur lesquelles je vais me fonder pour la suite de l'exposé. Alors à la question pourquoi, voilà où j'en suis. Donc on a cette formule où finalement les obligations viagères ont été petit à petit remplacées par une probable combinaison de services ou de pratiques qui allaient déboucher à la possibilité de créer un service pour la fiancée en temps limité plutôt que des obligations viagères, et un apport de biens qui annonçait le prix de la fiancée. Et ce qui est intéressant quand on fait de l'archéologie dans la ceinture intertropicale, c'est qu'on a deux exemples qui illustrent cette tendance de manière caricaturale. On a l'Afrique, où c'est le prix de la fiancée qui au sud du Sahara, qui a saturé, qui sature les pratiques sociales pour les prestations matrimoniales. Et on a exactement l'autre option qui a pris le dessus en Amérique du Sud tropicale, où alors là, vous le voyez en jaune, ce sont le service pour la fiancée qui domine de très loin les pratiques pour se marier. Alors, tout à l'heure on parlait de l'archéologie, et voilà ce qu'il se passe dans ces régions, Amazonie et Afrique centrale, depuis la fin du Pléistocène et pendant l'Holocène. L'événement qui domine ces régions, c'est la mise en place progressive de l'agriculture. Et il faut vraiment percevoir cette mise en place de l'agriculture comme quelque chose qui n'a rien à voir avec la néolithisation de l'ère euro-méditerranéenne. On a affaire à une innovation locale de chasseurs-cueilleurs qui ont développé des pratiques qui étaient déjà en germe dès le Pléistocène et qui ont juste fait bouger le gradient, le curseur, et à force de bouger le curseur, ils ont peu à peu basculé dans des systèmes de production différents. Mais il y a un continuum évident qu'on voit même dans les données ethnographiques entre chasseurs-cueilleurs et population d'agriculteurs sédentaires. Et il est incontestable, que ce soit en Amazonie ou en Afrique centrale, que les agriculteurs intertropicaux, ce sont d'abord des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que, contrairement à l'Europe où un néolithique, il va oublier son héritage de chasseurs-cueilleurs, en Amazonie ou en Afrique centrale, l'agriculteur, c'est quelqu'un qui continue à pratiquer la chasse et la cueillette, et de manière très intensive. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas, ou seulement à des périodes très récentes, d'élevage pour les protéines animales. Donc, en fait, on a vraiment l'impression, quand on observe les sociétés, quand elles vivent encore de manière un peu indépendante, ou quand on consulte les sources ethnographiques, on a vraiment affaire à des chasseurs-cueilleurs qui pratiquent en plus l'agriculture, et en plus
à des niveaux différents suivant les régions et les réflexes locaux. Donc, cette agriculture, elle commence de manière très progressive par une exploitation de plus en plus intensive du complexe agricole, notamment des arbres fruitiers. Et on voit très bien comment, au départ, c'est de la cueillette qui s'est intensifiée et qui a abouti sur des systèmes de paraculture qui parfois ont débouché sur des sélections d'arbres. Mais vraiment, depuis des années, on voit qu'il y a un continuum et qu'il est difficile de créer des frontières. Pareil avec les plantes à multiplication végétative, hein, tous ces tubercules tropicaux, également la famille des bananiers pour ce qui est de la Papouasie, mais enfin ici on n'en parlera pas. Et là essentiellement du manioc et des ignames qu'on trouve un peu partout. Je voudrais souligner le fait que les céréales apparaissent toujours très tardivement, mais qu'ils apparaissent toujours. Si bien qu'en réalité, on a deux étapes dans l'histoire de l'émergence de cette agriculture dans la ceinture intertropicale. On a un type 1 qui est dominé par le complexe agricole, qui est le complexe arboricole, dont on a dit qu'il n'était pas très agricole, et puis le complexe des plantes à multiplication végétative. Puis on a un type qui apparaît en général dans les derniers millénaires avant notre ère, qui se caractérise par le maintien de ces pratiques, elles sont même intensifiées, mais en plus on y ajoute des céréales. Alors en Amazonie c'est surtout le maïs, et en Afrique centrale c'est surtout le millet puis le sorgho, y compris dans la ceinture intertropicale, puisqu'on en a retrouvé de manière par des fouilles archéologiques. Si on compare ces deux types d'agriculture, on a un type 1 où on a relativement peu de travail, un petit peu de déboisement, mais pas beaucoup. On n'a pas de problème de fertilité du sol parce que ce sont des plantes locales avec lesquelles on a développé de la familiarité depuis le Pléistocène. Ce sont des plantes très bien connues. Et on n'a pas de problème de gestion de mauvaises herbes parce que, par exemple, les ignames, c'est d'abord une liane. Donc les lianes poussent au-dessus de la broussaille, et donc il n'y a pas de problème d'entretien. On a donc, avec un type 1, des pratiques agricoles qui sont peu coûteuses en travail, mais elles s'additionnent quand même aux pratiques de chasse-cueillette qui existaient déjà. Elles ne les oblitèrent en rien. Dans le type 2, c'est un petit peu différent, parce que la présence de céréales exige une gestion de la fertilité des sols et de l'ensoleillement qui est extrêmement coûteux en travail. Il faut déboiser de grandes parcelles, il faut les sécher, il faut les brûler. Il y a un contrôle des mauvaises herbes et un contrôle de la prédation des animaux qui est extrêmement lourd et qui modifie absolument toute la famille. C'est vraiment le type 2, c'est un système qui devient lourd et qui lui aussi n'oblitère rien des pratiques antérieures. Il vient s'additionner à ce que l'on fait déjà et ce que l'on sait déjà faire. Alors, qui fait quoi ? Je crois qu'on en parlait à la suite de l'exposé d'Eurydice hier. Moi, j'ai l'impression que, évidemment, le volume de travail général pour tout le monde augmente, mais on a quand même l'impression qu'il augmente plus pour les femmes. Stéphane, hier, disait que chez les Amazoniens, les hommes ont à peu près 4 heures de travail par jour et les femmes 6 heures. Donc déjà, on a un écart de 2 heures. Et en plus, il ajoutait, les hommes, c'est 4 heures, mais en comptant la chasse, qui est quand même une promenade, tandis que les 6 heures de travail féminin, c'est du travail lourd, c'est du binage, c'est de la plantation, c'est de l'arrachage de mauvaises herbes, c'est de la récolte, en plus du fait qu'il faut s'occuper des enfants, faire la cuisine, etc., etc., fabriquer la poterie. Donc en fait, moi j'ai le sentiment que qu'est-ce qui se passe entre la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène ? C'est qu'on a une explosion du travail, notamment du travail féminin.
Voilà. Et donc, c'est à mon sens, cette pression énorme qui s'opère sur le travail des femmes qui va amener, qui va peser lourd sur les pratiques matrimoniales. Parce que si le travail des femmes s'alourdit, il prend de la valeur. Et s'il prend de la valeur, ça pose des questions quand on a une fille qui veut se marier et qui veut suivre son fiancé. Elle va donc quitter la communauté d'origine et la communauté d'origine va perdre une cultivatrice, une cueilleuse, quelqu'un qui a une force de travail qui est absolument indispensable. Et donc, ça va créer un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes femmes qui veulent se marier? Est-ce qu'on les laisse partir ou non? Alors, ce qui est intéressant, c'est que si l'on compare l'Afrique et l'Amazonie, ces deux régions ont répondu à cette question de manière complètement différente. En Amazonie, eh ben, on va laisser partir la fille, mais on va quand même essayer de tirer un maximum profit de son gendre. Donc on va tout faire pour garder le plus longtemps la petite cellule familiale des jeunes mariés chez soi. On va exploiter le gendre, on va lui faire tout le sale boulot du beau-père, les sartages, etc. etc. En plus, c'est un homme que l'on va garder le plus longtemps possible dans la communauté d'origine, donc ça va être un guerrier qui va participer à la protection de la communauté. Et ces services pour la fiancée en Amazonie peuvent être très longs, hein, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Alors, c'est un système qui permet la polygamie, mais qui ne l'encourage pas outre mesure. Et on comprend bien pourquoi, parce que s'il faut faire un service de la fiancée chaque fois qu'on se marie, alors dans les faits ça ne se passe pas comme ça, parce que généralement c'est juste pour la première épouse. Mais il y a des vraies questions qui se posent. Ça c'est la solution en Amérique du Sud. Et en Afrique, quelle est la solution qui est choisie? C'est le prix de la fiancée. C'est-à-dire qu'on exige du gendre quelque chose. On lui dit ok, tu emmènes ton amoureuse, mais tu nous donnes quelque chose qui nous permet de la remplacer. Et on voit très bien, le prix de la fiancée en Afrique, c'est le chef de lignage qui l'encaisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Avec le prix de la fiancée qu'il récupère, il prend une autre coépouse. Donc il prend une nouvelle travailleuse qui, d'un point de vue comptable, va remplacer la fille qui part. Et c'est comme ça qu'on a un système en Amérique du Sud qui s'est développé sans créer de la richesse, alors qu'en Afrique centrale, tout le système s'est fondé sur la création de la richesse qui permet de gérer la circulation de ces femmes qui ont tellement de valeur pour la survie du groupe. Donc voilà, si on s'amuse à compléter les équations d'Alain, dans un cas, il va y avoir que le S qui va rester, dans l'autre, que le B qui va rester, c'est-à-dire le prix de la fiancée. Alors quand? Ça, c'est une question qui m'a souvent posé problème. Et en fait, il faut repartir dans le livre de 2012 et cette observation de l'augmentation des innovations à la fin du Paléolithique. Cette multiplication des inventions modifie la culture matérielle et selon Alain Testard, c'est cette même accumulation des inventions qui a permis de faire pencher les communautés vers la sédentarité. Et c'est cette sédentarité qui aurait permis de développer des activités qui compensent le manque de mobilité. Parmi ces activités qui compensent le manque de mobilité, il y a les pratiques para-agricoles ou proto-agricoles qui vont peu à peu donner naissance à l'agriculture. Et on a affaire à une sorte de système de cercle vertueux qui petit à petit se met en place et qui s'amplifie pendant tout l'Holocène. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'inflation du travail féminin concerne aussi bien
les agriculteurs, ce que l'on vient de voir, que ces fameux chasseurs-cueilleurs sédentaires-stockeurs qu'on trouve dans certaines régions du monde, notamment dans le Pacifique Nord, où on a des gens qui se sont spécialisés dans la chasse et la pêche des saumons et qui ne bougent pas. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, mais ils vivent dans des villages qui ont toute l'apparence des villages agricoles. Effectivement, pour développer un mode de vie de chasseurs-cueilleurs sédentaires-stockeurs, il faut avoir une culture matérielle extrêmement riche et extrêmement développée. C'est pourquoi il est tout à fait cohérent de penser que ce système, ce mode de vie, apparaît en même temps que l'agriculture dans d'autres régions du monde et qu'il n'est pas, aussi ancien que certains archéologues voudraient, parce que certains archéologues pensent qu'au Paléolithique supérieur, des communautés préhistoriques étaient déjà des chasseurs-cueilleurs sédentaires-stockeurs. Ça paraît peu probable, d'abord parce qu'on n'en a pas les preuves archéologiques, mais aussi parce que quand on contemple l'histoire de la culture matérielle, on voit bien que cette culture matérielle du Paléolithique supérieur, aussi raffinée soit-elle, n'est pas assez développée, n'est pas assez complexifiée pour permettre matériellement le développement de cette sédentarité qui demande autant de technologie que de l'agriculture. Alors, à la question quand, évidemment, on ne peut pas donner de date, mais on comprend très bien qu'il s'agit de cette jonction. Vous reconnaissez la figure 29 du livre de 2012, où on a cette ramification des sociétés qui apparaissent. Et cette ramification se fait probablement entre la fin du Pléistocène et la première moitié de l'Holocène, suivant les régions, y compris dans les régions intertropicales, hein, d'ailleurs. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire.